Bonjour, chers étudiants. Nous continuons à étudier la psychologie et aujourd'hui, nous examinons le thème suivant, psychologie du groupe. Sur cette diapositive, vous voyez le plan de notre conférence. Nous envisageons ces questions que vous voyez. On nomme un petit groupe tout groupe social dont les membres sont unis par les activités sociales qui sont toujours en communication, ce qui devient la base de l'apparition des relations affectives, des normes et des processus de groupe. La psychologie sociale russe propose une définition d'après laquelle un petit groupe est un groupe dans lequel les relations sociales se manifestent sous la forme de contacts personnels directs. Il existe de différentes définitions du concept de petit groupe. Et le suivant. Petit groupe, petit groupe, un groupe de gens peu nombreux, comprenant de 3, 5 à 20, 30 personnes qui sont occupées d'une affaire commune et se contactent régulièrement. Un groupe restreint est un rassemblement d'environ 3 à 15 individus, nombre variable selon les auteurs. Les groupes restreints renferme une communication aisée et assez importante. Un psychologue français, Paris, précise qu'on peut parler du groupe restreint quand le nous apparaît, quand les membres parlent au nom du tout, de tous, et fusionnent dans cette identité commune. Le groupe restreint est soumis au concept de dynamique du groupe étudié par Kurt Lewin. Un groupe restreint est un système psychosocial pouvant être composé de 3 à 20 personnes qui se réunissent et interagissent en vue d'atteindre une cible commune. Un groupe restreint est un ensemble d'individus interdépendants qui ont un but commun, qui effectuent une tâche commune, qui ont une forme d'interaction sociale entre eux, le face-à-face, qui s'influencent entre eux, interdépendance. Pour la psychologie sociale, le groupe est un lieu par excellence de la dynamique des interactions et un espace privilégié pour les observations. En effet, l'étude des groupes permet d'identifier la nature des échanges et le type d'implication de chacun des membres du groupe. Il existe l'approche psychanalytique du groupe. D'après cette approche, les groupes sont des ensembles de personnes où s'éprouve de façon particulière la relation vécue entre les gens. En même temps, ils se modifient. Les groupes sont en quelque sorte des coopératives d'explication et de transformation de la relation. Les groupes sont ainsi des lieux où s'élabore, se travaille et se modèle une relation universelle vécue à un niveau inconscient. Les psychologues qui représentent cette direction ont proposé cette direction, c'est-à-dire l'approche psychanalytique, ont proposé les composantes du groupe. La première composante, les normes sont des règles plus ou moins implicites qui suggèrent aux membres du groupe les comportements appropriés ou inappropriés dans une situation donnée. Deuxièmement, le comportement des membres du groupe répond donc à des conduites dites normatives. Et enfin, l'attitude qui consiste à
refuser plus ou moins les normes du groupe caractérise une attitude déviante ou déviance. Maintenant, nous envisageons la classification de petits groupes, des petits groupes. Il existe plusieurs classifications, parmi lesquelles on peut dégager trois les plus importantes. Premièrement, la première classification, les groupes primaires et secondaires. Deuxièmement, les groupes formels et non formels. Et troisièmement, les groupes d'appartenance et de référence. Le partage des groupes en primaire et secondaire a été proposé par Charles Horton Cooley. D'après ce sociologue, si le critère des contacts directs permet de diviser les groupes en primaire, les contacts, il y en a, et en secondaire, la communication s'effectue par l'intermédiaire de quelque chose, des moyens de la communication, par exemple. La deuxième classification a été proposée par George Elton Mayo. D'après lui, le groupe formel se caractérise par les fonctions bien déterminées des membres qui sont imposées par les normes du groupe. Un groupe non formel peut apparaître à l'intérieur du groupe formel. Des amis, par exemple, des individus ayant les intérêts communs aux siens de la classe d'élèves, par exemple. La troisième classification divise les groupes en ceux d'appartenance et ceux de référence. Les expériences de humains ont prouvé qu'une partie des membres des petits groupes suivent les normes comportementales d'un autre groupe auquel ils sont orientés. Ces groupes, dont les individus suivent les normes sans faire partie de ces groupes, sont appelés les groupes de référence. Il existe la théorie occidentale du développement du groupe. Le premier stade s'appelle la formation ou le stade de l'orientation. Au début, un ensemble de personnes réfléchit à l'idée de créer un groupe avec des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Ils sont préoccupés par l'idée que le groupe doit répondre à leurs besoins. Les premières rencontres entre les postulants peuvent être très tendues. Chacun évalue les compétences ou les attributs des autres. Au cours des premières rencontres, quelques normes de fonctionnement ainsi que les objectifs du groupe sont définis. Lorsqu'une majorité de personnes acceptent les règles et les buts formulés, le groupe est formé. Le processus de formation se termine donc au moment où une majorité des personnes réunies acceptent de s'associer pour former le groupe. Le deuxième stade, la tempête ou le stade du conflit. Après sa fondation, le groupe reste un sentiment d'interdépendance polie. En effet, chacun des membres en arrive à reconnaître le potentiel positif de la participation de l'ensemble des autres membres à l'atteinte des objectifs communs. L'émergence du conflit dans un groupe est naturelle. Les désaccords entre les membres sont tout aussi naturels. Toutefois, au début de l'existence du groupe, les membres tentent d'éviter toute forme de conflit. La période de formation du groupe se termine souvent par un conflit. Le comportement de certains membres et la pertinence de leur attitude peuvent être remis en question. Ils peuvent être perçus comme une entrave à la réalisation de la mission du groupe.
Ces perceptions, une fois exprimées, peuvent générer des conflits. L'éclatement de certaines mésententes entre les adeptes marque le début d'un nouveau stade du développement du groupe, le stade des conflits. Ceux-ci peuvent avoir plusieurs sources. Un conflit peut avoir pour origine une mésentente entre deux personnes qui interprètent de la mauvaise façon la position de l'autre. Les conflits peuvent également résulter d'une situation qui peut être rapidement modifiée, par exemple un membre qui arrive toujours en retard. L'escalade des conflits. Un conflit peut débuter par une petite discorde et par la suite de dégrader en un problème majeur qui conduit les membres à exprimer des désagréments qu'ils vivent en lien avec leur participation au groupe. Bien que les changements produits par les conflits entraînent une augmentation du stress et une augmentation des interactions entre les membres, ils ont souvent des effets bénéfiques sur la dynamique du groupe. Les conflits peuvent détruire un groupe, mais ils peuvent également renforcer le sentiment d'appartenance des membres. Après un conflit, le groupe peut être plus fort et en meilleure posture pour faire face aux problèmes qu'il rencontre. Une relation harmonieuse entre les membres ne peut s'établir tant que le sentiment d'hostilité n'éclate pas ou n'est pas résolu. Certains groupes peuvent cependant éviter toute forme de conflit car crainte des changements que ces altérations pourraient entraîner. Les groupes qui refusent toute forme de changement peuvent exercer un grand contrôle sur leurs membres afin que ces derniers respectent la loi du groupe et évitent toute modification de leur conduite. À première vue, les groupes dans lesquels aucun conflit n'éclate peuvent être perçus comme des organisations où les membres entretiennent des relations positives. Ces groupes sont souvent des organisations où les membres contrôlent leurs réactions. L'absence de conflit dans un groupe peut également être le reflet d'une organisation où la stabilité est fragile. Plus un groupe est stable et l'unité entre les membres est grande, plus les conflits observables sont importants. Les conflits donnent aux membres l'opportunité d'évacuer les sentiments d'hostilité qu'ils ressentent. Une fois la mésentente résolue, les participants peuvent avoir des relations plus harmonieuses ou plus solides. La normalisation, la troisième étape, la normalisation ou la cohésion du groupe. Lorsque les conflits et les désaccords entre les membres sont résolus, un sentiment de cohésion et de franche camaraderie s'installe. En voici les effets. L'unité. Il est le changement le plus important lorsque la cohésion du groupe s'installe. Progressivement, la relation entre les membres du groupe devient plus harmonieuse. Il développe un sentiment d'appartenance. Les membres s'identifient maintenant avec fierté au groupe. La stabilité. Lorsque les conflits sont résolus, le groupe conserve ses participants. La satisfaction.
La cohésion du groupe et la satisfaction des membres sont associées. Ainsi, plus le sentiment d'appartenance au groupe est élevé, plus les membres se sentent heureux de vivre dans le groupe et privilégiés d'en faire partie. La dynamique interne. Les groupes qui présentent une cohésion interne forte peuvent avoir une plus grande influence sur leurs membres. Lorsque la cohésion interne est élevée, les membres acceptent plus facilement les buts, les objectifs et les normes imposées par un leader ou par l'ensemble des autres participants. Bien que la cohésion des membres d'un groupe ait des conséquences positives sur la vie du groupe, l'intensité de celle-ci peut parfois présenter certains désavantages. Les membres peuvent devenir intolérants à certains désaccords ou conflits entre les participants. Ils peuvent devenir intransigeants à des comportements. Ainsi, le moindre désaccord, le moindre comportement déviant peut être durement sanctionné. Les membres qui désobéissent à la norme du groupe tendent à être moins aimés par les autres membres. La cohésion peut entraîner une augmentation des relations hostiles face aux membres déviants, l'isolement des membres déviants, l'identification des membres déviants qui deviennent la cible de violences psychologiques et physiques, le rejet des membres déviants. Les membres du groupe travaillent ensemble vers un but commun. Ils s'engagent à des degrés différents dans le groupe. En se côtoyant quotidiennement, les positions et les émotions qu'un membre exprime et les validations qu'il reçoit, les participants renforcent considérablement son sentiment d'appartenance au groupe. Progressivement, les échanges entre les membres leur permettent de cheminer ensemble et de se rallier autour de positions collectives. L'accord collectif procure généralement aux membres un surcroît d'énergie et une augmentation de leur assurance et de leur conviction. Le sentiment de cohésion qui grandit dans le groupe peut favoriser la combativité entre d'autres groupes. Ainsi, les membres peuvent être motivés à combattre les groupes qui ne s'inscrivent pas dans la même logique. La quatrième période, la performance ou la phase de productivité du groupe. La productivité ou la performance survit lorsque le groupe a atteint une certaine maturité. Il est important de noter que ce ne sont pas tous les groupes qui se rendent à cette phase. Au cours de cette période, le groupe atteint certains buts qu'il s'était fixés initialement. Cette période ainsi que la période de conflit peuvent s'alterner dans le processus de développement du groupe jusqu'au jour où les conflits deviennent irréconciliables ou que les buts initiaux sont tous atteints. Et enfin, la cinquième période du développement du groupe porte le titre ajournement, c'est-à-dire la phase de la dissolution. La dernière étape du développement du groupe peut être planifiée ou instantanée.
arrive lorsque le groupe a atteint les objectifs pour lesquels les membres s'étaient réunis. Il décide alors d'un commun accord de dissoudre le groupe. De dissoudre le groupe. Le groupe peut également se dissoudre quand un problème non anticipé suivant. Non anticipé survit. En conclusion, le développement et la maturation d'un groupe sont présentés ici comme une succession linéaire de stades. Toutefois, un groupe peut revenir sur certains stades qu'il a traversés et plusieurs périodes de conflit et de productivité peuvent s'alterner dans le cheminement du groupe. La séquence particulière de chacune des étapes peut être récurrente. Le groupe saute d'un stade à un autre tout en revenant continuellement à un stade déjà traversé. Le groupe traverse à nouveau les mêmes étapes de maturation. Le problème de la cohésion du groupe a été élaboré par Artur Vladimirovich Petrovsky. En psychologie sociale russe, les idées principales de la théorie de la cohésion du groupe ont été élaborées par Petrovsky. Elles font partie de la conception des relations interpersonnelles dans un groupe. D'après cette théorie, toute la structure du groupe comprend 3 niveaux. Le niveau extérieur comprend les relations interpersonnelles affectives. Le deuxième niveau représente une formation qui est une unité des valeurs et des orientations concernant l'activité commune, qui sont les mêmes pour tous les membres du groupe. Le troisième niveau de la structure du groupe sous-entend l'inclusion la plus profonde dans l'activité commune. C'est le niveau des objectifs de l'activité qui conditionne les motifs de la sélection des membres du groupe. Ce troisième niveau représente le noyau de la structure du groupe. La cohésion se manifeste comme le processus du développement des liens du groupe comme le résultat de l'activité du groupe. Ces niveaux de la structure du groupe peuvent être considérés comme les niveaux du développement du groupe, plus précisément comme les niveaux de la cohésion. Au premier niveau, la cohésion se manifeste par le développement des contacts affectifs. Le deuxième niveau se caractérise par la coïncidence des systèmes de valeurs liés avec l'activité commune des membres. Au troisième niveau de la cohésion, tous les membres partagent les objectifs de l'activité. Petrovsky représente un groupe comme une structure qui comprend 3 couches ou strates, dont chacune se caractérise par le principe de la construction des relations entre les membres du groupe. La première couche réalise les contacts directs se basant sur les émotions. À la deuxième couche, les relations affectives sont perçues par l'intermédiaire de l'activité commune. La troisième couche, ou le noyau, se caractérise par la présence des relations se basant sur l'acceptation par tous les membres du groupe des objectifs de l'activité commune. Le noyau est le niveau supérieur du développement du groupe. C'est de ce moment
qu'on peut parler d'une équipe. Maintenant, nous parlons du phénomène de l'influence du groupe. Ce phénomène est connu sous le terme du conformisme. Dans la vie quotidienne, on utilise ce terme pour désigner la capacité d'un individu de s'adopter. En sociopsychologie, on recourt à ce terme pour désigner l'attitude sociale qui consiste à se soumettre aux opinions, règles, normes, modèles qui représentent la mentalité collective ou le système des valeurs du groupe auquel on a adhéré et à les faire siens. On distingue le conformisme extérieur quand l'individu n'accepte l'opinion du groupe que de vue, mais continue d'y résister. Et le conformisme intérieur, c'est-à-dire l'individu accepte l'avis de la majorité du groupe. En effet, on distingue trois types du comportement dans le groupe. Premièrement, l'acceptation de l'avis du groupe sans conflit, le conformisme et le collectivisme. L'influence entraîne la modification des comportements, attitudes, croyances, opinions ou sentiments d'un individu ou d'un groupe à la suite du contact avec un autre individu ou groupe. Pour noter un tel effet d'influence, une quelconque relation doit exister entre ces entités. On distingue, je répète, plusieurs types d'influence tels que le conformisme, l'innovation et la soumission à l'autorité. Il existe également d'autres phénomènes qui peuvent s'expliquer en termes d'influence sociale, comme la résistance qui s'oppose au phénomène précédent. Les types de l'influence. L'influence de la majorité sur l'individu est nommé conformisme. Il est défini par précisément comme un changement de comportement ou de croyance résultant de la pression réelle ou imaginée d'une majorité à l'endroit d'un individu ou d'une minorité d'individus. La majorité La majorité influente peut être quantitative ou qualitative. La majorité influente est quantitative lorsque c'est le membre conséquent de ses membres qui lui donne du point. Elle est qualitative lorsque c'est le niveau de compétence, le prestige ou l'autorité qui repose légitimement dans cette majorité. Le conformisme s'explique également par deux types d'influence. Une influence informationnelle, le groupe a raison contre l'individu, et une influence normative. Il est plus coûteux de subir la désapprobation du groupe que de se conformer. De multiples paramètres peuvent influencer le conformisme d'un sujet, notamment la taille du groupe, l'unanimité du groupe, la difficulté de la tâche, l'ambiguïté du stimulus, l'attrait pour le groupe, la confiance en soi du sujet, le besoin d'affiliation, la culture, etc. L'innovation. L'innovation est définie comme l'influence qu'a un individu ou une minorité de personnes sur une majorité. Contrairement au conformisme, c'est la minorité qui réussit à imposer son point de vue. Ceci
engendre des comportements nouveaux ou modifie ce qui était déjà en place. Afin de se faire entendre, la minorité doit passer outre la déviance qui lui est prêtée pour son refus de se conformer aux normes et de suivre la majorité. La question suivante de notre conférence, nous allons parler du leadership ou de la chefferie dans les petits groupes. Le problème de la chefferie est un des plus importants en psychologie sociale. Il est bien important de préciser la différence entre les termes le leader et le chef. Le leader règle les relations interpersonnelles dans le groupe, tandis que le chef règle les relations officielles du groupe comme une institution sociale. Deuxièmement, le leadership apparaît dans la microstructure, tandis que la chefferie est un élément de la macrostructure du niveau des relations sociales. Troisièmement, le leader est choisi spontanément, tandis que le chef est soit élu, soit nommé. Quatrièmement, le phénomène du leadership est moyen stable, dépend des intérêts du groupe que la chefferie. Cinquièmement, le chef dispose d'un système des sanctions dont le leader est privé. Le point suivant, le sixième. La procédure de la prise des décisions par le chef est beaucoup plus compliquée parce qu'il doit tenir compte des facteurs qui ne sont pas liés avec les groupes. Et enfin, le dernier point, la sphère de l'activité du leader est le petit groupe, tandis que le chef représente son groupe dans un système social. Le leader est le membre du groupe qu'on choisit pour réaliser une fonction concrète. Le leadership est un phénomène de groupe, un système de relations, car le leader est toujours un élément du système. Les styles du leader. Pour définir le style du leadership, il faut tenir compte de deux aspects. Les décisions proposées par le leader et les stratégies de la réalisation de ces décisions. Fred Edward Fiedler propose le modèle qui comprend un chef orienté à la réalisation du problème et un chef orienté aux relations interpersonnelles. Il existe trois théories qui expliquent l'apparition des leaders. D'après les théories des caractéristiques, le leader doit posséder un ensemble des caractéristiques personnelles ou des particularités psychologiques. Il y a une liste de 79 caractéristiques qui sont nécessaires pour devenir leader. L'esprit, l'initiative, l'humour, la sûreté, l'éloquence, etc., etc. Cette théorie a été remplacée par la théorie situationnelle de leadership. D'après cette théorie, dans les situations différentes, certains membres du groupe dépassent les autres en manifestant la caractéristique qui est indispensable pour la résolution du problème, et c'est cette personne qui devient leader.
La troisième théorie est aussi populaire. Elle représente le modèle probabilistique de l'efficacité de la chefferie proposée par Fred Edward Fiedler. D'après cette théorie, celui qui peut exercer la plus forte influence au cours de la réalisation de la tâche concrète devient le leader. La prise de la décision est liée au problème du leadership et de la chefferie, car c'est la fonction la plus importante du chef qui accomplit cette fonction. Les expériences ont permis de dégager deux régularités. Premièrement, la discussion en groupe permet de découvrir tous les aspects du problème et réduire la résistance à une nouvelle information. Et deuxièmement, la décision initiée par le groupe devient une norme du groupe parce qu'elle s'appuie sur l'opinion de tous les membres. Si on parle de l'aspect théorique du problème de la prise de décision, il faut parler du phénomène appelé le décalage des risques de John Stoner, qui a prouvé que la décision prise par le groupe comprend plus de risques qu'une décision individuelle. Un groupe prend plus de risques que la moyenne des propositions individuelles des participants et ces derniers font des choix individuels plus risqués après avoir participé au groupe. La polarisation dépend du niveau initial de position. Moins on prend de risques initialement, plus la prise de risque du groupe tend vers la prudence. Plus on prend de risques initialement, plus la prise de risque du groupe tend vers l'audace. Au cours de la prise de décision en groupe, les décisions sont d'autant plus polarisées que le groupe est composé d'individus dont les opinions s'écartent le plus les unes des autres avant le début de la réunion. L'engagement individuel des membres du groupe est important. La discussion est importante entre les membres du groupe. Les membres du groupe sont nombreux. Le degré de cohésion entre les membres du groupe est faible. Le groupe se situe par rapport à un groupe rival. Ainsi, les tensions, divergences et conflits augmentent la discussion et l'engagement des participants. Cet accroissement de participation amplifie les idées et les croyances, polarise les décisions et instaure de nouvelles normes du groupe qui influent à leur tour sur les positions que les membres du groupe prennent individuellement après la réunion. La mise en place d'une structuration du travail, d'un ordre du jour, de définition des procédures, de plans d'action et l'usage du vote sans discussion amène les groupes à tendre vers le compromis. Selon les invitations ou non à structurer le travail du groupe, le leader dispose de moyens susceptibles d'amplifier ou de contrôler le phénomène de polarisation. Ainsi, aujourd'hui, nous avons examiné le sujet, la psychologie du groupe. Nous avons appris la
la définition du concept de groupe, la classification des petits groupes, la structure d'un groupe, les étapes du développement d'un groupe d'après la théorie occidentale et après la vision de Petrovski sur la cohésion du groupe. Nous avons discuté les types de l'influence dans le groupe. Nous avons considéré les concepts de leader et de chef. Nous avons discuté la différence entre ces concepts. Nous avons besoin de toutes ces connaissances pour communiquer avec des collègues et collaborer efficacement en équipe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.